Hoi, moi c'est Caro, tu écoutes actuellement la saison 2 de mon podcast Ne mâchez pas mes mots, traitant toujours des troubles du comportement alimentaire dans une optique plus militante que la saison 1. Je t'expliquerai cette tournée militante au fur et à mesure des épisodes et des personnes interrogées. Je souhaite d'ailleurs, dans cette saison 2, donner la parole aux femmes et minorités de genre grosses, subissant la grossophobie systémique et le sexisme, car ces thématiques me sont chères et je souhaite les aborder à travers le vécu de mes invités. Donc j'espère que cette transition dans le projet fera écho en toi. Et en attendant d'avoir ton retour, je te souhaite une très bonne écoute. Muito obrigada, et à déjà. Donc aujourd'hui, on est avec Léonie Brock-Disgwix. Du coup, je te laisse te présenter déjà, Léonie. Et merci encore une fois d'être venue et d'avoir répondu. Merci à toi pour ton invitation, c'est vraiment Je t'en chouette. prie. Donc oui, effectivement, je m'appelle Léonie Brock-Disgwix, un nom de famille un petit peu compliqué. J'ai 26 ans et alors j'ai 2 casquettes aujourd'hui. J'ai une première casquette de psychothérapeute où j'accompagne tout le monde de manière globale, mais j'ai décidé de dédier mon espace thérapeutique plus principalement pour les personnes qui, en temps normal, sont exclues du système de prise en charge de santé mentale ou physique, ou en tout cas ne se sentent pas forcément à l'aise dans celui-ci. Donc j'accompagne principalement des personnes LGBT, des personnes grosses et des personnes neuroatypiques. Donc ça, c'est ma première casquette. Et la deuxième, je suis consultante et formatrice et je suis spécialisée aujourd'hui dans la lutte contre les discriminations, la lutte contre le harcèlement sexuel, le sexisme, les LGBT-phobies et de manière plus globale l'inclusion en entreprise. Et donc, je propose aujourd'hui mes services de formation et de conseil pour les entreprises privées et les organisations publiques qui veulent faire avancer leurs équipes sur ces sujets-là. Voilà pour une petite présentation de ma personne. Et j'ai oublié, pour me situer, c'est quand même important, je suis une femme blanche, cisgenre, bisexuelle, dans un couple lesbien, et je suis neuroatypique et grosse, puisque c'est quand même principalement le sujet aujourd'hui du podcast. D'accord. Est-ce que tu peux définir ce que c'est la neuroatypie ? Alors, c'est toutes les personnes qui ont un neurodéveloppement qui est différent de ce que la médecine considère comme un neurodéveloppement classique, on va dire. Donc, pour donner des exemples plus concrets, on parle aujourd'hui de neuroatypie comme l'autisme, comme alors le haut potentiel, la zébritude, ça dépend comment tu veux, quel terme tu veux utiliser. On parle aussi des personnes qui ont un trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité, et parfois certaines personnes parlent de l'hypersensibilité aussi dans la neuroatypie. D'accord. Et de ton côté, du coup, ce serait à quel pan pour toi, Alors, en ce qui te concerne ? moi j'ai été diagnostiquée de manière officielle par pédopsie comme étant haut potentiel. D'accord. Et ce dans quoi je ressens particulièrement, en tout cas ma neuroatypie, c'est l'impact en fait de mon hypersensibilité qui joue un rôle assez important dans la manière dont je pense, dont je ressens, la manière dont j'interagis avec les gens. Et ça, notamment, je vais faire le lien peut-être un peu plus tard, on va en discuter. Ça a eu un impact quand même sur la manière dont je me suis alimentée. D'accord. Il y avait juste une question que je me posais, c'est par rapport aux 2 casquettes, avant de parler du coup de ton rapport à la nourriture. Je voulais savoir du coup, en entreprise et en organisation publique, comment ça se passe, la formation que tu as pu avoir contre les discriminations? Comment ça se passe en fait en entreprise? Parce que j'avoue que c'est pas souvent quelque chose avec lequel je suis familière. Comment ça se passe dans le sens où sur quoi je forme Oui, et quel public j'ai en face de moi oui, ou d'où vient la demande? les 2 du coup. OK. Alors la demande vient principalement donc de grosses organisations quand même parce qu'il faut de l'argent concrètement pour pouvoir travailler sur ces sujets-là. Aujourd'hui, les PME par exemple, les petites et moyennes entreprises ne travaillent pas du tout sur ces sujets-là ou en tout cas ne font pas appel à nos services en tant que formatrices et formateurs et consultantes et consultants. Donc c'est la plupart du temps des départements diversité, des missions handicap ou les services RH qui font appel à nos services parce qu'il y a une volonté de pouvoir sensibiliser sur tous les sujets que j'ai évoqués précédemment et parfois aussi parce qu'il y a une problématique particulière dans l'entreprise
qui est lié à un cas de harcèlement sexuel, par exemple. Des équipes RH de recruteurs et de recruteuses qui sont pas hyper à l'aise sur la thématique de la discrimination dans leur recrutement, donc qui ont envie d'avoir un petit update sur le sujet. Et donc, concrètement, je me rends dans les entreprises, dans les organisations. Donc, parfois, ou en tout cas, ces dernières années, c'était plutôt à distance, mais voilà, je me rends dans les organisations et je dispense une formation qui peut durer de 2 heures à une journée sur des thématiques parfois très globales, c'est-à-dire qu'est-ce que la diversité et l'inclusion et de quoi parle-t-on en fait quand on parle de ces concepts-là et en quoi ça s'applique dans l'entreprise, en quoi ça nous concerne nous en tant qu'équipe. Et ça peut être beaucoup plus précis, comme comment recruter sans discriminer, quels sont les risques, où est-ce qu'il y a des risques de discriminer, sur quoi moi en tant que recruteuse ou recruteur je dois être vigilante. Donc voilà, ça Ok. peut aller de quelque chose de très général à quelque chose de bien plus précis. D'accord. Merci beaucoup pour l'explication. Est-ce que tu es déjà intervenu dans les écoles? Alors, la plupart du temps, c'est des associations qui font des interventions dans les écoles, D'accord. mais oui, il y a beaucoup d'assauts qui font ça aujourd'hui. Ça arrive d'ailleurs que ce soit des personnes de mon milieu, on va dire, qui sont professionnelles aussi auprès d'adultes, auprès de personnes qui ont déjà commencé leur carrière professionnelle, qui décident bénévolement de faire aussi des interventions dans les écoles. Ça arrive. D'accord. Moi aujourd'hui je le fais pas parce que pas le temps et parce qu'en plus j'ai vraiment créé une approche pédagogique qui est à destination d'adultes. D'accord. Oui. Donc tu vois, ça m'est arrivé par exemple de transmettre auprès d'étudiants et d'étudiantes en école d'ingé ou en école de commerce par exemple, parce qu'il y a du travail dans ces endroits-là, comme tu peux t'en douter. Mais c'est quand même, enfin, ça reste des adultes en fait. Donc oui, c'est possible d'intervenir en école, mais moi je l'ai pas fait. D'accord. Pour les personnes qui le font, est-ce que ce serait uniquement pour éduquer les adultes ou aussi pour éduquer les enfants? Parce que pour moi, les thématiques que tu abordes en entreprise, ça peut être hyper pertinent de les aborder aussi à l'école. Après, évidemment, sous un autre angle, parce que bah, forcément, quand tu t'adresses à des adultes, il faut un autre vocabulaire, une autre façon de voir les Mm. choses. Mais je trouve que ça serait vraiment pertinent de le faire à l'école aussi, tu vois, parce que c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de discrimination, beaucoup de harcèlement, etc. Et je trouve, j'ai l'impression que c'est pas assez, tu vois, il n'y a pas assez d'intervention à l'école. Je sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là. C'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, l'éducation nationale, elle a tout un programme, enfin, le ministère de l'Éducation, en tout cas, a comme objectif de former l'entièreté de ses agents et agentes. Donc, Mhm. ça comprend aussi les professeurs. Donc là, du coup, c'est vraiment de la formation pure et simple, comme moi je fais, mais à destination des profs. Donc, avec bien sûr des petites modifications, parce que le but, c'est aussi de leur donner les bonnes pratiques et des outils vraiment pertinents pour faire face à leur quotidien, eux et à elles, c'est-à-dire être face à des élèves. Mais pour ce qui est des associations, pour le coup, elles sont mandatées, en tout cas c'est les écoles, les lycées, les collèges qui demandent à ces associations d'intervenir auprès des élèves. Mhm. Donc il faut quand même qu'à la base, il y ait une demande de l'école, du lycée ou du collège, ou en tout cas, il faut qu'il y ait l'accord de l'établissement pour qu'on puisse intervenir, D'accord. mais c'est pas obligatoire. Donc en fait, s'il C'est n'y a ça pas qui est une dommage. volonté, Mm. c'est ça, s'il n'y a pas une volonté individuelle aussi du corps enseignant ou du directeur ou de la directrice de l'école, enfin nous de notre côté, on a beau vouloir intervenir, on peut pas faire des miracles non plus, D'accord, oui, oui. malheureusement. Oui, ce serait plus par rapport à un cas particulier ou un événement qui ferait que peut-être il demanderait à ce que quelqu'un Ouais, ça intervienne, mais arrive, ce ouais. serait pas une formation pour vraiment informer à titre informatique, éducatif en fait. C'est plus pour répondre à une situation, j'ai l'impression Bah, que ça ça arrive arrive. souvent, tu vois, aujourd'hui dans les assos, notamment les assos LGBTQIA+, elles Mhm. interviennent quand il y a un ou une élève qui souhaite transitionner. Et D'accord, c'est important aussi que la classe puisse accompagner cette transition, que le corps professoral puisse bien sûr. l'accompagner aussi, et que ce soit fait dans de bonnes conditions. Donc oui, comme, enfin, tu as tout à fait raison, parfois il y a des situations très particulières où là l'école se mobilise, l'établissement se mobilise et fait appel à des expertes et des experts qui peuvent faire une intervention. Et ça, c'est cool en soi. C'est dommage D'accord. que ça arrive majoritairement dans ces situations-là, mais Ouais. c'est déjà très cool quand les établissements font appel à des gens qui sont en capacité de transmettre quelque chose de correct et qui ne sera pas violent sur le sujet. Tout à fait. Bon, du coup, je vais en revenir du coup au thème de l'alimentation Oui, et du coup à ton parcours. Du coup, est-ce que tu peux me rappeler un petit peu ton parcours? oui, justement, en réfléchissant en fait à ce podcast et à un post que j'ai fait récemment aussi, je me suis rendu compte que j'avais une vision de moi-même où je me suis toujours pensée grosse. Je me suis toujours Mhm. vue grosse.
Et en fait, j'ai du coup fait quelques recherches dans le passé, j'ai regardé des photos et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Donc, je suis là tout à l'heure, je me suis présentée en disant que j'étais grosse, mais en fait, ça fait 3-4 ans seulement que je suis vraiment grosse, en tout cas comme on parle souvent des personnes grosses qui sont au-dessus de la taille 46, donc la taille qu'on peut trouver dans les magasins. Donc voilà, je suis rentrée dans cette catégorie-là depuis seulement 3-4 ans à peu près. Et avant ça, en fait, j'étais pas grosse. Mes premiers souvenirs en fait de difficultés liées à l'alimentation euh, datent de la cinquième, où en fait je me souviens de ne pas avoir changé autant que mes amis autour de moi et où je gardais en fait un peu ma bouille de bébé toute ronde, toute mignonne, et où mes parents ont un peu commencé à s'inquiéter, enfin s'inquiéter, je sais pas si c'est le bon terme, mais ont commencé en tout cas à me questionner lorsqu'on mangeait, est-ce que tu es sûr que tu as envie de te resservir par exemple. C'est des trucs tout bêtes, mais je me souviens de ces questions-là et je me souviens de la culpabilité que j'ai ressentie en me disant mais ils ont peut-être raison, je devrais pas me resservir, mais en même temps j'ai très envie, donc qu'est-ce que je fais? Et ça a commencé en fait à complexifier toute la relation à l'alimentation puisque j'ai commencé à réfléchir beaucoup à ce que je mangeais, pourquoi je le mangeais, quand est-ce que je le mangeais, dans quelle quantité, enfin vraiment la classique de ça devient un truc qui pose des questions et qui n'est plus intuitif en fait, qui n'est plus naturel. Donc c'est vraiment mon premier souvenir. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où tous mes souvenirs autour de mon corps et de l'alimentation mènent à une seule conclusion, c'est je suis trop grosse ou je suis plus grosse que l'ensemble de mes amis. Donc j'ai vraiment fait un énorme blocage là-dessus. Mais c'est que à partir de 13-14 ans que les TCA sont vraiment arrivés. Ça a mis un petit bout de temps quand même au final. Tu m'as parlé d'hyperphagie du coup? Je dis ça à 13 ans, c'est quand même assez tôt quand même. Oui, c'est très très tôt, quand même. C'est vraiment tôt, Donc, j'ai mais fait une première crise d'hyperphagie. Schéma assez classique au final, mais je m'empêchais de manger à table. En fait, je m'empêchais de me resservir, ou en tout cas de manger comme j'en avais envie, à ma faim. Et du coup, j'avais des grosses crises d'hyperphagie avant le repas. Je prenais des trucs dans les placards. Alors en plus, j'avais mis en place des stratégies pour vraiment que personne se rende compte que je faisais ça, mais je prenais seulement ce qui était au fond du placard pour que visuellement on ne se rende pas compte que j'avais pris des choses dans le placard. Je cachais les papiers dans la poubelle. À partir de ce moment-là, plus personne pouvait vider mes poubelles, par exemple. Donc j'étais vraiment dans un cercle de culpabilité, de honte de ce que je mangeais. J'étais en train de surveiller régulièrement ce que je mangeais, mais je suis pas non plus tombée encore dans le régime. J'y étais pas. Enfin, je pense que de l'extérieur, je mangeais normalement, et en fait, derrière, je mangeais en grande quantité sur des périodes assez courtes vraiment pour compenser, en fait, pour remplir, quoi. Et je crois que c'est aussi le moment où tu parles d'alimentation, mais aussi de relation au corps, mais je crois que c'est aussi le moment où j'ai refusé qu'on me prenne en photo. J'ai un père qui est photographe, c'est son métier, et du coup, il avait l'habitude de nous prendre en photo tout le temps, en fait, de vraiment documenter en fait notre vie de famille. Et c'est le moment où j'ai commencé à lui demander de ne plus me prendre en photo, à refuser de poser, à refuser de sourire. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de photos de moi à partir de ce moment-là, parce que j'ai fait un blocage, en fait, qui était lié justement à comment je m'alimente et qu'est-ce que je renvoie à l'extérieur lorsque je m'alimente, justement. parce que quand tu voyais des photos de, excuse-moi, je te coupe, mais Ouais, quand tu voyais des photos de toi, du coup, est-ce que tu te voyais grosse, tu te considérais grosse, donc tu faisais un peu de la dysmorphophobie, ce que tu me disais aussi un peu ouais, à l'écrit, totalement. Ouais. parce que du coup, quand tu te voyais en photo, tu supportais plus de voir, tu considérais que ton corps était gros et tu supportais plus ça, Ouais, du coup, de le voir, c'est ça? exactement. D'accord. Exactement. Mon corps, je le voyais gros, ouais, je le voyais gros. En fait, c'était toujours par rapport aux autres. J'avais une cousine, j'avais plusieurs amies qui étaient fines, enfin, qui avaient une morphologie plutôt classique, mais qui étaient globalement fines. Et moi, j'étais plus grosse. Alors, non, dans ma tête, j'étais grosse. Par rapport à elle, j'étais grosse. Aujourd'hui, avec le recul, je suis en capacité de te dire que j'ai simplement, ouais, une morphologie qui est différente de la leur. Et effectivement, je suis probablement plus épaisse, je suis probablement peut-être plus musclée. En tout cas, mes membres, par exemple, ont plus de forme que les leurs qui ressemblaient en fait aux mannequins hein, que je voyais à l'époque. Donc j'avais une image de moi où ouais, j'étais grosse, j'étais trop grosse. Et donc j'avais tout le temps en tête qu'est-ce que mes amis vont penser de moi, qu'est-ce que ma famille va penser de moi, de traîner ou d'interagir avec une meuf qui est aussi grosse et qui mange autant. Donc je suis rentrée quand même dans un truc où je faisais ultra attention à ce que je mangeais au moment des repas, quand j'étais avec des gens, parce que je voulais surtout pas qu'on pense ah bah voilà, en fait, elle prend des frites, c'est pour ça qu'elle est grosse. Ou bah voilà, elle se resserre, c'est pour ça qu'elle est grosse.
où bien sûr, elle prend du dessert alors que tout le monde n'en prend pas parce que nous, on trouve qu'on a déjà beaucoup trop mangé, mais elle en reprend, c'est pour ça qu'elle est grosse. Je faisais une hyper fixation en fait sur ce que les autres pouvaient penser de moi. Sans qu'ils aient à le verbaliser en fait. Ouais, non, j'ai jamais eu de remarques grossophobes, en tout cas pas dont je me souvienne. Encore une fois, je ne sais pas ce que ma mémoire a effacé ou pas, mais j'ai jamais eu de remarques grossophobes, en tout cas pas sur le fait de t'es trop grosse par exemple, mais ça va plutôt être des questions liées à Ce que tu manges. sous couvert de santé. Par exemple, Ouais. non mais fais attention parce que le but c'est que tu sois en bonne santé, c'est que tu puisses continuer à faire du sport comme tu en as envie, que tu puisses continuer à t'habiller comme tu en as envie. Et donc moi à ce moment-là, j'étais certaine que c'était aussi pour mon bien-être et d'ailleurs j'ai mis du temps. Enfin c'est très récent aussi de déconstruire le lien entre être grosse et être en mauvaise santé. Enfin c'est très très récent. Mhm. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, oui, ils ont pas tort en fait. Si je veux être en bonne santé, il faut que je fasse attention à ce que je mange, quoi. Il faut surtout pas que je sois grosse. Donc j'ai commencé à m'affamer, ou en tout cas à ne pas manger à ma faim ou selon mes envies, selon ce dont j'avais besoin, à faire ces crises d'hyperphagie en cachette. C'est quand même le moment où j'ai aussi commencé à me coucher tard, en attendant que toute ma famille se couche pour pouvoir remanger derrière. Donc Oui, en parce que plus, tu avais de la restriction toute la journée en fait. Exactement. Donc j'avais quand même, je me souviens de cette période qui était un peu compliquée parce que j'étais fatiguée, parce que je Bah me oui. couchais très tard, quoi. C'est de l'énergie mentale de se poser la question de qu'est-ce que les gens pensent de moi là? Est-ce que je devrais vraiment manger ça? Est-ce que je devrais manger cette quantité-là? Est-ce que je devrais ne pas me resservir? J'ai faim, j'ai envie de ça, mais il faut surtout pas que je le mange parce que c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour ma santé. Mais en fait, j'ai passé, c'est ce que je te dis, depuis la cinquième, donc depuis peut-être 11 ans, j'avais une grosse partie de mon cerveau qui était totalement embuée par ces questions permanentes de tous les questionnements que j'avais autour de la nourriture et ce que les autres peuvent penser de mon corps, de ce que je mange. Et tu me parlais de monodiète de banane, tu m'en as parlé un peu Ouais, que tu exactement. considérais comme un rééquilibrage qui était moins pire que Ouais, le régime, parce que déjà à cette c'est ça. époque-là, tu avais une image des régimes qui était pas bonne, du coup? Oui, tout à fait. Ok. Alors ça, c'était un peu plus tard, c'était vers mes 16 ans, 17 ans, je pense. Effectivement, je me suis lancée dans un rééquilibrage alimentaire de ma propre création. C'était incroyable. Je ne mangeais que des bananes et je courais 1 heure et demie par jour. Au début, je pense que j'ai commencé pour compenser, pour Ok. maigrir vraiment. Et par la suite, ça a été un plaisir et donc j'ai continué. Mais il y avait toujours quand même... En Oui, fait, ce côté de je vais commencer quand par même. ça, Ouais. voilà, c'est ça. La raison principale, c'était quand même, il faut que je me maintienne en forme, il faut que je sois en bonne Mm. santé, il faut pas que je le prenne, en fait. Il faut Et pas que je ça prenne t'est venu le d'où en poids. fait, le fait de manger que des bananes? J'en ai aucune idée. J'ai pas de souvenir très précis. Je crois que j'ai essayé de trouver l'entre-deux entre un truc que je considérais comme étant healthy, qui pouvait quand même bien me remplir et pour que j'ai pas faim tout le temps. Et en même temps que j'aimais bien. J'ai essayé et c'est l'aliment logique qui est arrivé. Mais ça a duré combien de temps? Parce que c'est intenable en fait. Ouais, non, mais ça a dû durer 2 semaines, pas plus. Hein. Oh, mais c'est quand même. C'était l'été et tout, mais c'était super dur, c'était important. Et Bah ouais. j'avais un rythme, mais c'est ouf Mais comment tu tu devais te... être hyper fatiguée parce qu'en plus avec le Oui, sport, parce que totalement, c'était tous les jours du coup totalement. que t'allais courir? Ouais, je faisais ça tous Ah les jours, ouais. 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 Et après, je me faisais tous les soirs, je me massais pendant 15 minutes avec une crème cellulite. Je répète, j'avais 16 ans. Hein. Mm. Oui, non mais la crème anti-cellulite, MDR. Mais c'est la Non mais folie. tout le monde est C'est passé la par là, j'ai folie. l'impression. Ma soeur, à l'époque aussi, où elle mettait ça vraiment du grand n'importe quoi. Tu l'as dit, tu devais être fatiguée, mais oui, en fait, parce que tu organises tout ton planning pour pouvoir ne pas avoir trop faim, manger à certains moments pour être sûr de te couper la faim, courir à un certain moment parce qu'il faut que ce soit très régulier et il faut pas que tu perdes la motivation. Le soir, j'avais ces 15 minutes par cuisse et par fesse pour pouvoir tout masser et tout. Enfin, Ouais. bref, oui, c'est épuisant en fait. Et puis j'étais obsédée par ça. Enfin, donc t'évites aussi de trop sortir avec des amis ou d'avoir les amis de tes parents à la maison parce que tu te dis mais comment je vais faire? Je suis en train de faire mon rééquilibrage de bananes, ça va pas du tout quoi. Mais Donc oui, c'est épuisant. t'habitais avec tes parents là à ce moment-là? Oui, Et ils j'habite voyaient pas encore ce que avec tu mes faisais? parents. Enfin, ils voyaient pas tes repas? Ils se questionnaient pas sur Je le fait que sais tu manges que pas. des bananes? C'était l'été, donc je pense qu'ils travaillaient eux. Pendant que tu Ah. sais, nous, moi, lycéenne, je devais être en vacances ou
ça devait être comme ça. Et peut-être le soir, je mangeais. C'est possible. Ok. Mais en tout cas, je sais que mon objectif, c'était de manger que des bananes toute la journée. Ouais. T'étais sur les réseaux à ce moment-là, ou peut-être t'avais vu quelqu'un qui faisait un régime monodiète, ou t'avais vu des vidéos Ouais, je peut-être, sais pas. ou je sais pas, parce que j'avoue que Je sais pas d'où quand j'y ai vu. quand Mais j'ai en plus, entendu parler des régimes, c'est un truc que j'ai le moins entendu, c'est le truc, enfin, ou peut-être parce que j'ai eu beaucoup dans ma famille de personnes qui faisaient des régimes, mais donc du coup j'ai entendu, tu sais, les classiques, Weight Watchers, Ducan et tout ça, ouais. mais le monodiète, un seul aliment, j'en ai entendu récemment parler, je me dis mais c'est quoi? Enfin, je veux dire, c'est fou d'en arriver là, de se dire ok, il y a cet aliment qui est healthy entre guillemets et qui du coup, Ouais. enfin voilà, et c'est l'exemple même du coup, enfin ton vécu du coup, c'est l'exemple même de ça marche pas en fait. T'auras beau manger healthy, Totalement. enfin un truc healthy, un aliment healthy, ça veut pas dire que tu vas l'être en fait et que ton corps il va Totalement. supporter, pas du tout en fait. C'est comme si tu manges que des haricots verts toute la journée, il manque clairement tout le reste en fait, enfin en termes de Il manque nutriments, tout. tu vois. Et donc du coup, enfin, et donc pareil, tu peux manger du chocolat pendant 2 semaines, ça va pas forcément te faire ni grossir ni maigrir, mais ça va juste pas être assez au niveau nutritif en fait. Donc c'est pas que Exactement. l'aliment il est mauvais, c'est juste entre guillemets la diversité qui est pas bonne. Enfin entre guillemets, voilà. Après c'est pas une injonction du tout, hein, mais c'est dans le sens où ça Mais montre bien que manger exactement. que un aliment, c'est pas les aliments le problème, c'est la quantité et la non diversité finalement. Donc Totalement. Et par la suite, la frustration était tellement énorme que, alors j'ai pas de souvenir très précis, mais je pense que j'ai dû manger tout ce que j'avais envie de manger après, quoi. Quand j'ai craqué. Je ah oui. déteste ce terme, mais Oui, c'était vraiment à non mais cette c'est pas époque-là non mais l'état d'esprit dans non mais lequel c'est pas j'étais, c'était craquer ça. dans le sens en fait c'est normal, là c'est craquer dans le sens premier du terme en mode ton corps, il en peut plus en fait. J'en ai marre de tes bananes. Exactement. J'en peux Exactement. plus de tes bananes, donne-moi autre chose. Tout T'aurais à même fait. pu me C'est ça. craquer sur de la salade, enfin tu vois, dans le C'est sens ça. là tu Tout vois à fait. healthy parce que c'est autre chose en fait. C'est ça. Simplement. Et d'ailleurs, donc il y a quelqu'un là sur le chat qui nous dit Only Cartoon, monodiète ça doit détruire le corps si tu fais pas une crise de foie entre temps. Mais oui, parce Ouais. que C'est mais clair. oui, c'est clairement. Et du coup, comment ça s'est passé quand ton corps il en pouvait plus? Du coup, j'imagine que là t'as fait Bah, une crise d'hyperphagie du coup. ouais, je pense, ouais. J'ai pas de souvenir très précis de ce moment-là, Mhm. mais et de manière assez logique, j'ai dû effectivement faire une crise d'hyperphagie à un moment qui après a dû me démotiver totalement et dire bah tu vois, t'es une grosse merde, tu Ah, n'as pas réussi à tenir. Alors je te dis ça là sans souvenir très précis, mais c'est des pensées qui sont revenues à plusieurs reprises après ça, mais vraiment un truc de tu vois t'as pas assez de motivation, c'est pour ça que t'es grosse, parce que de toute façon on le sait bien, les gros, c'est parce qu'ils sont pas assez motivés pour rester en bonne santé. Donc c'était vraiment l'idée que j'avais. Et tu vois, tu me demandais d'où est-ce que ça vient cette idée de monodiète, et surtout en plus de parler de rééquilibrage à ce moment-là et pas de régime. mhm. Mais si mes souvenirs sont bons, à ce moment-là, c'était aussi, je lisais beaucoup Biba. D'accord. Donc c'est un magazine féminin qui d'ailleurs Ah, qui doit encore sortir, paraître aujourd'hui, mais euh, je lisais Biba tout le temps et enfin, tous les étés il y avait des rééquilibrages alimentaires très spécifiques et tout. Et j'étais déjà enfin, dans ma famille, on n'était pas du tout pro régime, mais plutôt rééquilibrage. ok. Ouais. C'était souvent, j'ai des souvenirs par exemple de ma mère qui dit moi j'ai pas de difficulté à faire attention la semaine, par contre je me fais plaisir le week-end. Et ça c'est comme ça Ah oui. que tu vas garder en fait un corps sain. Et c'est vrai que dans ma tête je me disais mais bien sûr, mais c'est si simple, mais pourquoi Ah je le oui. fais pas? Et régulièrement je me disais allez cette semaine je fais comme ça, j'applique, je fais attention la semaine et le week-end je me fais plaisir. J'y arrivais jamais. Parce qu'en plus, plus le temps passait, plus j'avais besoin en fait de compenser avec des crises d'hyperphagie. Donc, elles étaient de plus en plus régulières en fait progressivement. Oui, mais du coup, la question que j'avais en tête là, Ouais. c'est ta maman là qui du coup avait ce discours. Est-ce Ouais. qu'elle elle faisait un rééquilibrage aussi, du coup, ta maman? Je sais pas si elle appelait ça rééquilibrage, mais c'est vrai que je l'ai plusieurs fois entendu me dire que pour elle c'était pas très compliqué. Elle faisait juste un peu attention la semaine et le week-end elle pouvait se faire plaisir. D'accord. Oui, oui, J'ai des bon, souvenirs, tu vois, de me dire c'est pas grave, tu peux manger du chocolat, mais tu manges qu'un seul carré. Donc ok. c'est vraiment, c'était un discours qui était La restriction cognitive, quoi. exactement, mais c'était très perturbant parce que t'as le droit de te faire plaisir, il faut manger tout, donc t'as le droit aussi de manger du chocolat, du sucre et tout ça, mais il faut jamais aller dans l'excès. euh, Mm. et, euh, et il faut que tu fasses, enfin, il fallait que ce soit équilibré. C'est vraiment l'idée. Il faut que ce soit l'équilibre. Et c'était d'autant plus compliqué pour moi j'avais déjà commencé mes crises d'hyperphagie. Et donc, je voyais très bien de quoi elle parlait quand elle parlait d'extrême. Mm. Parce qu'en fait, l'extrême, c'était ces pics de crise
qui m'obligeait à manger tout ce qui passait, quoi. Et bien sûr, il fallait que ce soit le plus satisfaisant gustativement parlant, donc il fallait que ce soit extrêmement gras, sucré ou salé, pour satisfaire en fait le besoin de manger qui était là depuis plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines si jamais j'arrivais à espacer les crises, mais il fallait que ça réponde à un besoin qui était là depuis un bon bout de temps quand même, donc il fallait que ce soit très fort en plaisir. Et donc oui, je me retrouvais dans des situations qu'elle aurait pu qualifier d'extrême en fait, t'es pas du tout en train d'avoir l'équilibre là. Oui, et t'as jamais pu en faire des crises du coup? Non, je pense pas, non. Comment tu te sentais quand tu faisais ces crises du coup? Beaucoup de culpabilité, encore une fois ce truc qui revenait bah tu vois, tu craques, t'as pas de motif en fait, t'es pas capable très régulièrement c'était tu n'es pas capable de lutter contre toi. Et d'ailleurs ça faisait écho avec plein d'autres trucs que j'avais déjà entendus, mais on peut pas toujours faire ce qu'on veut, il faut aussi se forcer à faire certaines choses. Et moi dans ma tête je me disais mais comment ça se fait que moi j'arrive pas à me forcer à faire les choses? Comment ça se fait que j'arrive forcée à ne pas manger, à ne pas penser à la nourriture, à ne pas me gaver? Et c'était vraiment, c'était une bataille interne qui était, c'est sanglant, quoi. Enfin, surtout quand tu as 16 ans, 13 ans ou 20 ans, et juste, tu es en train de te construire en te détestant, quoi. Et est-ce que quand tu faisais ces crises, est-ce que tu as pensé à te faire vomir ou à faire du sport après ou justement ou enfin, je sais pas comment tu te sentais par rapport au fait d'être remplie, d'être beaucoup remplie Ouais, d'un coup? très peu, Très peu? très peu. J'ai eu des actes de compensation, légers avec le sport pour aller courir, par exemple, en allant courir notamment. Mmh. Et lorsque les crises ont pris beaucoup plus d'importance, et ça c'était à partir de ma vingtaine à peu près, où Quand tu là étais en je suis Estonie arrivée. ou Alors non, ça c'était quand je suis arrivée à Paris. Donc ça c'était après l'Estonie. En Estonie, j'ai eu un moment où j'ai de nouveau fait un régime que j'estimais être un rééquilibrage alimentaire bien sûr, qui en fait était de nouveau une monodiète à base uniquement de pâtes asiatiques à la minute, tu sais, où tu mets juste de l'eau chaude. pâtes instantanées, ouais. Voilà, exactement, les pâtes instantanées et j'en mangeais que 2 par jour. Je courais pas, mais je mangeais que ça. Donc là, j'ai jamais été aussi maigre que ça. J'ai dû atteindre les 65 kilos pour 1,70 m à peu près. Tu faisais de Et donc l'anorexie c'est du coup, tu penses? ouais, je saurais pas dire. Honnêtement, D'accord, je saurais pas dire. Mais OK. c'est vrai que bon, c'est le moment où j'ai été le plus maigre dont je me souvienne. Après, ouais, juste pour faire un petit rappel, c'est Oui, pas parce que enfin l'anorexie c'est pas lié à un poids du tout, hein. C'est bah, peut c'est être pour ça. anorexique et être en surpoids d'ailleurs, mais Mmh. mais voilà, c'était juste pour, savoir si à ce moment-là est-ce que tu faisais des crises d'ailleurs? Tu faisais des crises d'hyperphagie, en Estonie ou pas? Non, j'en ai très peu faites. Non, 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 D'accord, non. Mais d'accord. j'étais endormie en Estonie. J'avais tout shut down, tout était Mmh, sous contrôle. d'accord. C'est-à-dire donc j'étais en Estonie pendant 1 an dans le cadre d'un programme Erasmus, et c'est le moment où mes parents se sont séparés. Donc eux, ils étaient en France avec mon frère, mon plus jeune frère qui était avec eux, et en fait, j'ai complètement, vraiment shut down, pour, Mmh, bah, pour éviter de trop ressentir et d'être overwhelmed en fait par mes mmh. émotions, d'être, surpassée par mes émotions. Ce que dit Heu, Queen est pertinent, parce que je pense peut-être à l'anorexie oui. mentale, refuser de manger contre de la nourriture quand même. C'est tout à fait possible, ouais. C'est Mmh, tout à fait possible. non, je vois ce qu'il en est. Ça ferait sens en tout cas avec cette période-là où effectivement j'étais Mmh, dans le contrôle de tout, de ce que je mangeais, de mes émotions. mmh. Heu, Oui, c'est Parce qu'on ça. a parlé tout à l'heure donc de neuroatypie, d'hypersensibilité notamment. Je sais que lorsque je suis, surstimulée, que ce soit sensoriellement, donc au niveau de mes sens, soit, par l'ouïe ou par le toucher par exemple, ou que ce soit une surstimulation émotionnelle, j'ai tendance à avoir besoin donc soit d'en parler et de pouvoir, évacuer en parlant, mais parfois ça suffit pas, et c'est la nourriture aussi qui m'aide à évacuer, ces éléments-là. Sauf que c'est que très récemment qu'aujourd'hui je sais comment gérer, ces surstimulations-là, mais avant ça, je ne savais pas en parler et je m'empêchais de les gérer avec la nourriture. Mmh. Donc il y avait une énorme frustration, heu et qui menait en fait à une crise d'hyperphagie, à chaque fois. Et là, en fait, j'avais vraiment en Estonie, à ce moment-là, j'avais vraiment tout coupé. Plus de connexion à mes émotions, plus rien, donc c'était très flat au niveau des ressentis et je me mettais pas du tout dans un état d'esprit de rééquilibrage alimentaire ou même de régime. C'était vraiment, je mangeais, à peu près ce que je voulais dans la journée, mais c'était pas suffisant, en fait, parce que j'avais toujours la restriction mentale quoi qu'il arrive, Mmh. toujours.
Et donc, en fait, tous les soirs, j'étais seule chez moi dans mon petit studio et je dévorais tout ce que j'avais, quoi, jusqu'à ne plus rien ressentir, jusqu'à me Justement, peut-être couper en parce fait que de mes émotions et de mes ressentis physiques. tu considérais peut-être la nourriture comme un tampon de tes émotions, du coup? Ouais, ouais, c'était clairement l'échappatoire. Ouais. Mmh. Alors j'ai été suivie par la Effectivement. suite depuis, ça fait 1 an et demi maintenant que je suis suivie par une infirmière qui est spécialisée en alimentation intuitive qui s'appelle Marion Lecomte. Euh, Mmh. sur Instagram, si vous jamais vous voulez la retrouver, c'est @monalimentation intuitive. Mmh. Et elle m'a expliqué que, alors les recherches sont pas encore totalement poussées sur le sujet, mais il y a un réel lien entre hypersensibilité et hyperphagie, ou en tout cas TCA. Euh, et ça arrive parfois que certaines personnes aient besoin de faire des crises, ou en tout cas utilisent les crises pour pouvoir couper vraiment toute L'intensité. connexion en fait, à leurs émotions. Ouais, exactement. L'intensité, oui, comme c'est très extrême, hem, par exemple, pour ma part, comme je suis hypersensible et Ouais. quand j'ai des très fortes émotions, c'est vrai que la nourriture a été un temps, l'est toujours parfois, un une sorte de catalyseur, si je puis dire, qui va permettre d'extérioriser, mais aussi, ce qui est très thérapeutique pour moi, c'est de pleurer, tu vois? C'est très simple, mais Ouais, il y a pas besoin carrément. d'ingérer Et quelque chose. Mais du coup, c'est vrai que, je comprends ce côté de, il y a tellement d'émotions que, en fait, le corps a besoin de quelque chose pour, tu vois, pour s'ancrer quelque part, je pense, ou en tout cas, ou pour soit remplir, soit extérioriser, mais en tout cas, quelque chose en fait, c'est des émotions tellement intenses que c'est parfois difficile à gérer, surtout quand on connaît pas la notion d'hypersensibilité aussi, quand on a l'impression que c'est nous le problème, euh, qu'on est trop dans l'extrême, etc., enfin voilà, bah, on va se réfugier dans des trucs qui nous apportent quelque chose d'extrême aussi, tu vois. Enfin, je pense. carrément, carrément. Il y avait Mm. une autre notion qui était intéressante, mais souvent avec l'hypersensibilité vient une connexion particulière ou une sensibilité particulière aux émotions des autres. Mm. Et l'hyperphagie, ou en tout cas la crise d'hyperphagie à ce moment-là, elle permet aussi de se reconnecter à des ressentis qui nous appartiennent, qui nous sont propres. Le Exactement. ressenti de Mm. manger, d'aimer le goût, de mastiquer, de se sentir plein ou pleine, et qui pourrait aussi justifier le besoin en fait de manger en grande quantité à ce moment-là pour arrêter d'être connecté aux émotions des autres, aux sentiments des autres, et vraiment se reconnecter à soi, ou à l'inverse, parce que tu as trop de choses, tu as trop d'émotions, trop de sentiments, trop de ressentis qui te sont propres, tout déconnecter en te concentrant uniquement sur quelque chose de physique, de très, comme tu dis, de très ancré en fait, Mm. de très naturel, je ne ressens plus rien, je n'ai plus d'émotions à part mon ventre est plein et je peux plus bouger, quoi. Mm. Et du coup, tu disais, enfin, tu me disais à l'écrit que tes plus grosses crises, c'était quand tu es revenu à Paris, du coup, que tu étais Oui, tout à surstimulée fait. par rapport à quand tu étais Oui, en Estonie où c'était un peu calme ou enfin un peu oui, plus. c'est ça. Voilà, et du coup, en venant à Paris, tu as eu ouais, énormément de stimulation et du coup, tu me disais que tu faisais surtout des crises le soir en revenant du Tout à travail, c'est fait. ça? Ouais, alors c'est vrai que je suis passée d'une année en Estonie dans une toute petite, enfin, dans la deuxième ville d'Estonie, mais bon, il y avait 100 000 habitants, c'était très petit, très calme, à une arrivée à Paris, avec du coup des parents qui se séparent, des difficultés de famille euh, liées justement à cette séparation, et je suis aussi rentrée en stage d'abord, puis à plein temps donc dans un cabinet de conseil qui fait justement de la formation et du conseil sur les thématiques donc de la lutte contre les discriminations, du management inclusif et du sexisme et du harcèlement sexuel. Euh, et, et, euh, et je suis rentrée dans ce cabinet et en fait, j'ai été surstimulée, quoi. Surstimulée par le métro tous les jours, Mm. surstimulée par le fait de devoir interagir dans un cadre professionnel qui était quand même important pour moi parce que c'était là où je voulais travailler après. Donc je jouais quand même un petit peu le début de ma carrière professionnelle, donc beaucoup de stress. Je suis arrivée aussi, je me suis retrouvée toute seule parce que je connaissais encore personne sur Paris. J'ai été seule dans mon studio, alors qu'avant j'étais en coloc en Estonie par exemple. Donc il y a eu quand même un énorme changement. Émotionnellement, c'était beaucoup trop parce que enfin, c'était trop. Sensoriellement, c'était trop. Et donc oui, j'ai commencé à ce moment-là à faire des crises d'hyperphagie tous les soirs. Mm. J'avais comme habitude, je sortais du métro, je passais au G20 à côté de chez moi, je prenais tout ce qui me donnait envie, le plus sucré, le plus gras et le plus salé possible, et je me faisais plaisir à ce moment-là, mais jusqu'à enfin,
jusqu'à juste ne plus rien ressentir et m'endormir, quoi. Mais est-ce qu'il y avait quand même plus de culpabilité que de plaisir, finalement? Ou est-ce qu'il n'y avait pas du tout de culpabilité à ce moment-là? Non, il y avait de la culpabilité, hein, mais j'ai quand même à ce moment-là commencé à réfléchir à la culpabilité et à essayer de la sortir du schéma, mais c'était très compliqué. Enfin, Ouais. globalement, j'essayais de me concentrer sur le plaisir, effectivement, et me dire si tu en as besoin, fais-le. Ok. Mais en fait, j'avais pas encore fait tout le processus de comprendre d'où venait la culpabilité, Mm. ce qu'elle activait aussi, la restriction mentale, quand même, à ce moment-là, la restriction cognitive. Qu'est-ce que ça avait comme impact derrière? Enfin, en fait, je connaissais pas encore tout le schéma de la culpabilité et de ses impacts, que j'ai par la suite pu découvrir grâce à Marion qui m'a. Mais à ce moment-là, j'avais beau essayer de réfléchir avec mon petit cerveau par moi-même, sans grande connaissance sur le sujet, elle était là, quoi. Elle était Ouais. là et c'est ce qui a fait aussi que j'ai continué à avoir ces crises jour après jour aussi. Et est-ce que à ce moment-là, tu avais du soutien de proches, de famille, ou justement c'était très très compliqué aussi au niveau relationnel pour en parler, pour ouais. Est-ce que tu avais d'autres moyens d'extérioriser ce que tu ressentais ou pas du tout, ou tu étais toute seule? Par rapport au TCA ou par rapport Par rapport aux à crises et ce que par je rapport vivais? ouais, par rapport aux crises et par rapport à ce que tu vivais aussi effectivement au niveau familial? Est-ce que tu avais un Non, parce soutien? que non, c'était une période de gros déni en fait, de D'accord. grande solitude et de gros déni parce que du coup mes parents se séparaient, mon frère était au milieu de tout ça aussi. C'est pas hyper agréable pour aucun d'entre nous, donc le but c'était pas de rajouter quelque chose dans l'assiette de l'autre, quoi, donc j'en parlais pas. Le taf, donc dans ce cabinet de conseil, je m'étais pas rendu compte en fait de la violence. C'est que une fois que j'en suis partie que je me suis rendu compte de la violence de cette entreprise. euh, qui d'ailleurs m'a poussée progressivement au burn-out et dans lequel j'ai été harcelée moralement. Donc, en plus, ça a pas juste, c'est pas juste arrêté au moment du stage, mais ça a continué pendant 3 ans et demi. Ah oui, quand même. Oui, 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 ça a été long, oui. Mais donc, c'est 3 ans et demi de crise d'hyperphagie où en fait, c'est durant ces 3 ans et demi que j'ai pris 30 kilos, D'accord. 25 kilos, un truc comme ça. Et surtout, je n'étais pas consciente d'être malade, d'avoir des TCA, d'avoir de l'hyperphagie. Je savais pas que ça existait, Ouais, voilà, tu connaissais exactement. pas le terme, ouais. Mmh. Donc je ne parlais pas du tout de difficultés avec l'alimentation. Et puis Enfin, j'imagine que tu je me avais souviens, honte de ce comportement, donc c'est pour ça que tu voulais même pas j'avais en parler? extrêmement honte, Ouais. exactement, ça c'est clair. La honte était présente, une honte de ne pas savoir se contrôler parce que bah, dans ma tête c'était juste de ma faute parce que j'arrivais pas à me contrôler. Mmh. Donc c'était vraiment quelque chose que je gardais pour moi-même et je devais gérer comme je pouvais et bah, on peut s'en douter, hein, c'était pas gérable en fait. Comment tu l'as connue du coup, ta psy? Tu l'as Euh, connue sur Instagram, c'est ça? Tout à fait, sur Instagram, ouais. J'ai D'accord. eu un déclic, alors on remercie, enfin en tout cas pour moi, je remercie le confinement de 2020, le premier, qui m'a permis et de Le prendre premier avant conscience les que 7 ouais, prochains les exactement, 7 c'est ça. suivants. Donc le confinement de mars 2020, pour les archives quand on écoutera ça dans 10 ans. Ouais, Heu, clairement. heu, c'est durant ce confinement-là que je me suis rendu compte que j'étais harcelée moralement, que j'étais en plein burn-out, qu'il fallait que je me barre de ma boîte et c'est à ce moment-là que j'ai commencé en fait à me poser et à et à réfléchir à ma relation à l'alimentation et du coup à comprendre que, ce que je faisais, c'était des crises d'hyperphagie, qu'il y avait pas seulement la boulimie et l'anorexie qui existaient et du coup, ça m'a permis en fait juste de poser des termes dessus Mmh. et je crois peut-être, 3 mois après, un jour, j'ai vu en partage dans une story le compte de Marion. Et en fait, voilà, j'ai eu un tilt. Et j'ai regardé 3 de ses posts, une de ses stories, et je lui ai envoyé un message pour prendre rendez-vous avec elle le lendemain. Et c'était fait. Et ça D'accord. a été un parcours salvateur. Enfin, c'est fantastique de prendre conscience d'autant de choses et Mmh. de se sentir aussi bien après 20 ans de TCA presque. Du coup, j'avais regardé justement une ou 2 de vidéos de Marion. Elle t'a suivi via l'alimentation intuitive, du coup? Oui, Elle tout à t'a fait. d'accord. Elle m'a accompagnée sur l'alimentation intuitive, exclusivement. En parallèle, j'étais accompagnée depuis 1 an, par une psy. Donc je travaillais déjà sur tout le reste, en fait. Mais cette psy n'était pas du tout spécialisée dans l'accompagnement des TCA, D'accord. en fait. Et donc D'accord. Marion, elle est infirmière à la base Mmh. et elle s'est Oui. spécialisée dans l'accompagnement, en alimentation intuitive et donc, elle fait le lien direct avec les TCA. Heu, alors je ne fais aucun spoiler, elle en parle sur son site internet, mais elle a été boulimique, D'accord. heu, donc elle a un passé, elle est concernée en fait, elle sait en partie ce que c'est. Ça a été des explosions de cerveau à chaque séance quoi, Mmh. des prises de conscience incroyables et je crois que
que c'est Océane dans le dernier épisode que tu as publié qui en parle, mais réfléchir avec le prisme de l'alimentation intuitive à ton alimentation, mais à ta relation en fait à ton corps, à toute la nourriture en général et au monde, ça te permet aussi de déconstruire plein d'autres choses. J'étais déjà en train de me questionner sur ma relation aux autres, ma relation aux normes hétéro, aux normes cisgenres, aux stéréotypes de genre en tout cas, de qu'est-ce qu'une femme, comment je dois être femme moi, à ma question en tant que personne blanche par exemple, à ma question en tant que personne, aux questions en tout cas en tant que personne valide, mais d'aller maintenant sur la thématique de l'alimentation et de me poser la question de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, et j'ai le droit de faire, en fait je dois faire confiance à mon corps. Ça m'a permis aussi de me légitimer dans toutes les autres sphères de ma vie, à me faire confiance, à faire confiance et à mes ressentis et à mes besoins, et ça a assaini en fait toute ma relation au monde de manière générale. Je me suis sentie beaucoup plus confiante dans qui j'étais, beaucoup plus en capacité aussi de me remettre en question, parce que je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux et je sais ce dont j'ai besoin. Donc je suis sereine si jamais quelqu'un me dit en fait c'est un peu moyen ce que tu as dit sur telle thématique ou sur tel sujet. Et je fais le lien là, ça sort un petit peu plus en fait juste de l'alimentation et de la relation au corps, mais le propre vraiment de l'alimentation intuitive, c'est de te dire fais-toi confiance. Ton corps sait ce dont tu as besoin, fais-lui confiance, sors des normes de ce qu'on t'a inculqué en matière d'alimentation et fais-toi confiance. Et c'est vrai que ça faisait aussi vachement écho à ma bisexualité, pardon. Pendant très longtemps, je me suis pas dit que c'était une option. Je me suis pas dit que je pouvais me faire confiance. La norme était toute tracée. La norme, c'était il faut que tu sois avec un mec parce que tu es identifiée comme femme. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Un peu comme l'alimentation, c'est-à-dire le petit déjeuner, c'est le repas le plus important. Donc tous les matins, tu prends un petit déjeuner. Et je sais pas si le lien est très clair, mais dans ma tête, ça a fait boum quand j'ai compris tout ça, mais juste Je comprends complètement. fais-toi confiance et suis-toi, écoute-toi. Je comprends complètement, mais j'ai une question Oui. Qui me turlupine. J'adore ce terme. C'est que du coup, quand tu as commencé à suivre Marion, donc je connais pas bien comment elle se positionne sur tout ça, mais est-ce que c'était important pour toi que la personne avec laquelle tu es suivie soit concernée ou comment dire, sensibilisée sur la grossophobie, sur les luttes LGBTQIA+, sur le racisme, sur tout ça. Est-ce que c'était important pour toi ou tu voulais vraiment, toi, à la base, être dans un suivi par rapport au TCA et par rapport à l'alimentation intuitive? Parce que, tu vois, c'est une question que je me pose beaucoup de est-ce que c'est possible, tu vois, parce que par rapport à l'alimentation, tu vois, tu as eu d'autres découvertes sur toi, tu as pu cheminer, est-ce que tu as pu partager ça en thérapie, enfin sans aller dans les détails évidemment, mais est-ce que, tu vois, je sais pas trop si ma question est claire, mais complètement. Alors, à la base, je suis allée vers elle effectivement parce qu'elle était en capacité de m'accompagner sur ma relation à l'alimentation, ma relation au TCA et à mon corps gros. D'accord. Elle a été incroyable dans cet accompagnement-là. Vraiment, elle est ultra sensibilisée à la question de la grossophobie. D'accord. D'ailleurs, elle va être certifiée là prochainement du gros, justement. Mais elle est pas grosse, du coup. Non, elle n'est pas grosse, non, effectivement. Mais en tout cas, elle considère comme étant son travail, et d'ailleurs, elle a totalement raison, mais elle considère que c'est son taf de se renseigner sur ces thématiques-là parce qu'elle accompagne des patients et des patientes grosses. D'accord. Et donc, c'est important pour elle, justement, de ne pas du tout être grossophobe. Et donc, elle est extrêmement consciente de ça. Et moi, j'ai jamais eu aucun souci avec ça là-dessus, voire c'est elle qui m'a parfois guidée sur certaines prises de conscience que même moi, en tant que grosse, j'avais pas du tout eu. Bien sûr, oui, à cause de la grossophobie intériorisée, de toute façon. Exactement, exactement. Et pour les autres sujets, j'ai toujours une petite appréhension sur tout le reste, sur en fait vraiment comment les gens se positionnent dans le monde et quelle prise de conscience ils ont sur leur position dominante ou dominée dans le monde. En fait, concrètement, c'est ça. Tout à fait. Notamment sur les questions de genre, sur les questions d'orientation sexuelle ou sur les questions de blanchité parce qu'elle est blanche. Et en fait, elle a été nickel, quoi. Et pourtant, Dieu sait que je suis intransigeante. D'accord. Oui, merci. C'est effectivement le gros groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Tout à fait. Merci beaucoup pour le commentaire. Et donc, effectivement, je suis intransigeante avec ces questions-là. Et la moindre remarque, la moindre blague, le moindre truc qui me froisse sur des questions d'identité de genre, d'orientation sexuelle, de racisme ou de validisme, ou même de grossophobie ou de putophobie, par exemple,
Mhm. c'est no way. Et j'ai tendance très facilement à partir de mes accompagnements si jamais ça ne me convient pas. D'accord. Et elle, du coup, comme je te le disais, ça fait 1 an et demi qu'elle m'accompagne. Et en fait, il n'y a pas eu un seul truc qui était problématique, quoi. D'accord. Pas Tu un la suis seul. toujours actuellement aujourd'hui? Ouais, on est sur la fin de l'accompagnement. Là, D'accord. on travaille plus du tout. Enfin, on travaille plus du tout sur l'alimentation intuitive parce qu'aujourd'hui, je suis guérie. Je n'ai plus de crise depuis près de 9 ou 10 mois, peut-être même 1 an d'ailleurs, oui, 1 an. Donc, on travaille plus là-dessus et on travaille plus sur la relation au corps, sur la confiance en soi, sur vivre en accord avec ses valeurs aussi et comment on applique ça. Donc, c'est intéressant, mais elle a cet accompagnement qui est un peu plus global que juste comment est-ce qu'on guérit des TCA et comment est-ce qu'on mange intuitivement. Donc oui, elle me suit toujours. Et en D'accord. fait, elle est nickel. En tout cas, de mon point de vue de meuf 6, grosse, blanche, bi avec en couple lesbien, Mhm. elle est nickel sur ces D'accord. thématiques-là. J'ai pas eu de problématique là-dessus. D'accord. Et elle est située où? Elle est à Compiègne, je crois, mais elle fait beaucoup à distance. D'accord. Et c'est remboursé si on va la voir en tant que... Je ne pense pas. Ok. Moi, en tout cas, je ne me suis pas fait rembourser du tout. D'accord. Et non, je pense pas que ce soit remboursable, malheureusement. Ok. Est-ce que tu peux dire une fourchette de prix ou pour que les gens visualisent? Euh, Alors, le problème, c'est que moi, ça fait 1 an et demi que je suis suivie par elle et je crois que c'était les prix de son tout début. D'accord. Euh, Ah, ok. Bon, mais d'accord. Bah, elle du a coup, tous les prix qui sont affichés ok. sur le site. Sur Donc, son il n'y a pas site? de. Ok. Ouais, il n'y a pas à lui. Enfin, tout est écrit dessus. Voilà. D'accord. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup Et pour elle a toute le sa conseil. présentation, toute la manière dont elle travaille qui est écrit sur son site. Et sinon, elle est très disponible aussi sur Instagram. Son site et son Instagram, c'est Mon Alimentation Intuitive. Mais par Ouais. rapport à ton rapport au corps, du coup, une question que je me posais, c'est que du coup, dans ce que tu m'as dit aujourd'hui à l'oral et à l'écrit, c'est que tu disais que tu n'as jamais détesté ton corps, pourtant, tu as toujours voulu enfin, au départ, en tout cas, quand tu as détesté ça, tu as toujours voulu le modifier, enfin, parce que tu le percevais gros. Du coup, il y avait une sorte quand même de détestation ou de haine du fait de le voir gros ou de le percevoir gros ou qu'il soit encore plus gros. Je sais pas si... J'arrive. Ouais, non, je comprends tout à fait ta question, mais je n'ai je n'ai aucun souvenir de moi qui déteste mon corps. D'accord. En fait, je n'arrive pas à me voir lorsque j'avais des potes, par exemple, adolescentes, qui disaient qu'elles ne pouvaient pas blairer leur corps, qu'elles avaient Hmm, envie d'en sortir, de le modifier totalement. J'ai jamais connecté à ce ressenti-là, et même encore d'accord. maintenant, des gens autour de moi qui disent qu'ils détestent leur corps, je ne ressens pas de détestation profonde avec mon corps. Je me détestais moi de ne pas réussir à me contrôler. Tu détestais pas ton corps, mais par contre, tu détestais toi de pas réussir, de pas correspondre à un idéal sociétal, etc. Totalement. C'était ça, c'était plus l'image que tu renvoyais ou que tu pensais renvoyer. Ouais. Ouais, d'accord, C'est je ça. comprends mieux. C'est comme si c'était un dommage collatéral de bon bah le résultat il est là, il est là en fait. Bon, on va en faire avec. On n'est pas obligé de le détester, il est juste là. Mais par contre, toi, t'es une grosse merde parce que t'as pas réussi à avoir un autre résultat. Donc c'est plus un truc D'accord, je presque vois. de Ouais, de moi contre moi, culpabilisation de ouf, combat. en fait. Ouais, Ouais, vraiment. C'était c'est. Ouais. vraiment, vraiment ça. Hmm. Et donc c'est plutôt cool parce que j'ai pas eu envie de changer de corps, j'ai pas eu envie de le détruire. Juste, bah, il y avait des moments où il était enfin, c'était très neutre, tu vois? Juste, bah, c'est pas dingue, ça pourrait être mieux. Mais en fait, c'est de ta faute si c'est pas mieux parce que tu travailles pas assez, tu pas assez motivé, tu te bats pas assez contre tes envies, contre tes pulsions et tout, donc toi, tu nul. Hmm. Et c'est vrai que ça, bah, heu, ça a changé là ces deux dernières années et demie, en fait, Hmm. où j'ai commencé à ne plus le voir comme un truc nul ou comme un truc qui est là, mais comme une superbe machine qui fait des trucs de dingue, qui est là pour moi aussi. Hmm. Vraiment un truc. Enfin, heureusement que j'ai ce corps-là qui fonctionne, en fait, qui fonctionne. Et, et c'est important, mais j'ai déconstruit cette idée qu'il était en mauvaise santé. Parce que je le voyais très gros, ce qu'il n'était pas avant, mais parce que je le voyais très gros, pour moi, il était en mauvaise santé. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai jamais été aussi grosse que je le suis maintenant, enfin que je l'ai jamais été, pardon, pour moi, il est en bonne santé. Et en fait, c'est le cas. Enfin, il fonctionne, il court, il marche, il respire, il est capable de nager, il est capable de faire plein de trucs en fait, et de pousser des choses, de les porter, ne serait-ce que de monter des escaliers. En fait, c'est déjà très chouette ce qu'il est en capacité de faire. Est-ce que tu te Et considères surtout, privilégié au niveau valide, du coup? ouais, Hmm. bah oui, ouais, ouais, je considère clairement que j'ai un corps valide.
qui me permet aujourd'hui de vivre sans limite de manière globale. Enfin non, en fait, il me permet effectivement de vivre sans limite. En revanche, la société me l'empêche. Oui, bien sûr. Je suis ce qu'on pourrait considérer comme une petite grosse parce que je fais à peine un 48-50 à peu près. Et pourtant, m'asseoir dans le métro, c'est une galère. Aller sûr. au ciné et avec les accoudoirs, c'est une galère. Enfin, c'est des trucs tu vraiment subis la classiques, mais ça grossophobie s'arrête pas, systémique, tu vois. clairement. C'est ça. Donc, Exactement. non, quand je disais privilégié, c'est vraiment au niveau valide du corps fonctionnel, mais Oui. je comprends bien que la grossophobie, ça reste une discrimination et surtout une oppression systémique qui fait Totalement. que il y a la souffrance énormément, mais je voulais dire, parce que quand tu disais oui, il fonctionne, etc., il y a ce côté quand même de je suis privilégié à ce niveau-là. Bien sûr qu'après, la façon dont il est n'est pas fonctionnelle dans certains espaces publics, enfin fonctionnel, dans le sens où ça matche pas en fait. La forme ne fonctionne pas dans les espaces publics, dans les vêtements, dans tout ça, il y a un manque de diversité et d'accessibilité, mais ça reste je veux pas hiérarchiser du tout les oppressions, mais je voulais juste dire par rapport au côté valide du corps. As-tu déjà eu des moqueries de la part d'autrui pour modifier ton corps, ou c'était plus l'image que tu avais de l'opinion d'autrui sur ton corps qui t'a influencé à vouloir perdre du poids? Le problème était le regard de l'autre sur toi ou le regard que tu pensais que les autres avaient sur toi. Oui, c'est vrai ça. Parce que c'est vrai que tu dis beaucoup oui, tu disais beaucoup oui, il va penser ci, il va penser ça, mais comme tu me l'as dit après, t'as pas eu trop de remarques grossophobes finalement. Donc c'était beaucoup de projections. Ouais, voilà, C'était beaucoup de projections de ce que les autres pouvaient penser de moi, pouvaient ressentir par rapport à moi, de la honte d'être avec moi parce que je suis la grosse de service. En tout cas, c'est l'idée que j'en avais. Mais c'était purement et simplement de la projection. Mais en fait, parce que j'ai jamais été grosse avant il y a 4 ans, quoi. Aussi. Parce que j'étais j'étais une enfant en 5e qui était légèrement qui avait sa bouille d'enfant encore. Donc en fait, à cet âge-là, je n'ai pas de souvenir d'avoir été appelée la grosse, par exemple, ou la vache, pareil. Enfin, c'est des insultes que tu te donnais à toi-même, j'ai déjà en fait. entendu d'autres enfants gros avoir subi. Moi, j'ai pas eu ça. D'accord. Est-ce que tu te en le disais à revanche, toi-même? Oui. D'accord. Effectivement, ça, je me le disais. Ok. Mais c'était toujours quand même avant tout lié à les autres me le disent pas, mais ils le pensent, ou ils ont un peu honte d'être avec moi, ou ils me trouvent grosse. Et c'est alimenté aussi par certaines petites réflexions qui sont pas directement grossophobes de manière directe, mais c'est t'as un joli corps, mais c'est dommage parce que t'as pas beaucoup de taille. Et je pense que tu pourrais en avoir un petit peu plus si tu faisais attention, par exemple. T'as pas beaucoup de taille? Ça, comment ça? J'ai ce qu'on appelle la donc, forme H. Tiens, oui. tu vois, tout ça vient de Biba. D'accord. Oui, exactement. Je n'ai pas un corps en forme de 8. Je n'ai pas de taille très serrée. Et on m'avait déjà dit, si tu perdais un peu de poids, c'est possible que tu aurais ça une reste taille un peu plus grossophobe, fine. ça grossophobe Ça reste ou totalement discriminant en tout cas, et surtout, Totalement. qu'on appelle ça, je sais plus c'est quoi pour moi c'est la critique physique. Enfin voilà, c'est de la critique physique. Il y a un autre terme un peu plus fort, mais il me vient pas en tête là, autre que grossophobe. Mais pour moi c'est grossophobe, mais au-delà de, même si c'était pas par rapport au poids, c'est par rapport au physique en fait. Donc c'est de la critique physique pure et simple. Oui, parce que c'est même pas une question de, encore une fois, c'est même pas une question de poids, c'est juste une question de ton corps est comme ça, et il devrait on te dit qu'il devrait être autrement. Donc oui, c'est. Oui, mais il devrait être différent parce qu'il pourrait être plus féminin. Oui, voilà, plus féminin, plus fin, plus mince. Exactement. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'était tout doux en fait. C'était de l'amour. D'accord. C'était un duo qui fonctionne bien et qui expérimente aussi des choses, qui redécouvre des choses. D'accord. Parce que avec toutes ces années où je me suis vue grosse, où je me suis vue en mauvaise santé, où j'ai arrêté complètement de l'utiliser pour faire des trucs qui me plaisaient, je suis en train de redécouvrir tout ça en fait aussi. Je suis en train de me réautoriser à l'utiliser pour faire du vélo, par exemple, alors que je m'étais interdit d'en faire. D'accord. Tu t'étais interdit d'en faire? Pourquoi? Ouais, je m'étais interdit d'en faire parce que j'avais peur qu'il soit pas capable de le faire. Et j'avais peur aussi du regard des autres de « Ah, une grosse sur un vélo ». Et tu vois, c'est des choses que je suis en train de réautoriser à faire. Je kiffe courir, mais uniquement dans la nature, par exemple. Et comme aujourd'hui, je vis à Paris, c'est un peu compliqué, moi, de le faire. D'accord, oui. Mais là, tu vois, je suis en train de... Compliqué dans quel sens? Parce qu'il n'y a pas d'espace qui me plaise pour pouvoir courir. Ah, d'accord, ok. Ce que j'aime dans le fait de courir, c'est de prendre mon appareil photo, un tout petit compact argentique, qui tient dans ma main,
d'aller courir et de m'arrêter pour prendre plein de photos, parfois de me mettre à D'accord. marcher, de m'asseoir sur un banc. Enfin, vraiment, en fait, de faire une balade et de temps en temps, si j'ai envie que ce soit en courant, bah, c'est en courant. Mais du coup, D'accord. à Paris, j'ai pas du tout pris cette habitude-là. Du coup, mais c'est parce que tu habites toujours à Paris, là, du coup? Oui, oui, toujours. Et tu te sens bien dans cette ville? Oui, je l'adore. D'accord, Je d'accord, l'adore. d'accord. Mais j'adore la ville. J'en suis folle amoureuse et que je m'y sens très bien. Mais que du coup, l'espace urbain ne correspond pas à la manière dont j'ai l'habitude de courir et dont j'aime courir. C'est-à-dire D'accord, seule dans les champs avec absolument personne autour. d'accord. Un peu comme, enfin, c'était un peu ma manière de méditer aussi. Et OK, je me vois pas, en fait, je ressens pas l'envie de le faire. Mais OK. c'est un truc justement sur lequel je voulais aller, mais j'ai grandi avec la norme que le sport, c'était quelque chose qu'on devait faire de manière régulière, qu'on devait s'inscrire à un club de sport et y aller une fois par semaine le soir, qu'on devait aller faire du vélo tous les dimanches matins, ou Mmh. enfin un truc vraiment de, de régularité. Et je ne suis pas du tout quelqu'un de régulière. J'ai besoin de changement en permanence, j'ai Mmh. besoin que ça bouge tout le temps, et donc je suis incapable de me tenir à faire quelque chose toutes les semaines, une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine. Et ça m'a longtemps bloquée en fait pour faire du sport parce que je me culpabilisais de ne pas réussir au bout de 2 semaines d'inscription à un club de sport, de plus y aller quoi. Je Mmh. m'en voulais, je me disais bah, tu vois, t'es pas motivé, t'arrives pas à aller contre toi, t'es nul, t'y vas pas, alors que t'as payé en plus. Donc il y avait quand même beaucoup de culpabilité autour du sport au final. Et je suis en train de nouveau de déconstruire ces normes. Comme j'ai déconstruit toutes les normes autour de l'alimentation, du fait qu'il faut absolument prendre un petit déjeuner, il faut absolument prendre une entrée, un plat, un dessert, absolument des légumes à chaque repas. J'ai déconstruit tout ça. Et là, je suis aussi en train de déconstruire mon rapport au sport, Mmh. qui en fait doit juste être un truc qui me fait kiffer. Et Bien sûr. si mon fonctionnement est un fonctionnement où je n'ai pas envie d'aller faire la même chose une fois par semaine, toutes les semaines, ben en fait c'est cool aussi. Et je reprends du plaisir, tu vois, là, de temps en temps, à sortir un tapis de yoga et à faire des étirements. Et à ressentir mon corps, à expérimenter des mouvements avec mon corps. Plaisir à faire du vélo de temps en Mmh. temps, uniquement quand j'en ai envie et pas me forcer toutes Mmh. les semaines à me dire allez, tu t'obliges à faire une fois par semaine un peu de vélo, même si c'est que pour aller chercher des courses. Mais en fait, c'est comme, dans l'alimentation intuitive, c'est de la flexibilité et de la diversité aussi. Exactement, Enfin, c'est diversité pas exactement forcément, ça. mais en tout cas, si tu aimes un sport et que tu pas envie de en fait, c'est de la flexibilité et de l'écoute de soi surtout. Se dire: «Là, je me Ouais, sens j'ai pas besoin, ni envie ou ni l'un ni l'autre, de faire ce sport», parce que sinon en fait, enfin, il y a des personnes pour qui la régularité, leur convient très bien et ça fonctionne et il y a pas de oui, restriction ou il y a pas de tout pression, à quoi que fait. ce soit. Mais je considère que, enfin voilà, c'est tu y vas quand tu as envie, quand tu en as besoin et il y a pas besoin de faire ça tous les jours, tout le temps ou, à un moment donné ou enfin voilà, c'est pas, enfin voilà, comme tu dis, il faut plutôt, allier ça à du plaisir et à ouais, un moment pour soi, tu vois? Un moment pour toi, du coup. Je pense C'est que c'est ça, important. Mmh. mais pour pouvoir faire ça, il faut savoir ce qui est bon pour toi et ce dont tu as envie et ce qui te plaît. Oui, Et tout à ça, fait, en fait, je me posais pas forcément cette question-là. c'est vrai. Mmh. Et du coup, je refais le lien, mais c'est l'alimentation intuitive aussi qui m'a Oui. encore plus motivée à aller sur ce chemin-là, même si j'y étais déjà beaucoup sur toutes les questions d'émotion, par exemple. Mais j'ai continué à me légitimer et à me dire, tu n'es pas forcément une mauvaise amie si tu n'as pas envie de voir la même pote toutes les semaines. Oui. Tu n'es pas forcément une mauvaise fille si tu ne réponds pas à ta mère dès qu'elle t'envoie un message, par exemple, parce qu'en fait, bah, tu es épuisé à ce moment-là, ou tu n'as pas du tout envie de répondre à ce sujet de conversation-là, ou ça m'a permis de mettre en place progressivement des réflexes de as-tu envie de faire ça? As-tu besoin de faire ça? Est-ce que ça te convient? Et si la réponse est oui, tu le fais. Si la réponse est non, c'est pas grave, tu perds pas, enfin, t'as pas moins de valeur parce que tu Mmh. fais pas les Tout à choses, fait. parce que tu ne fais pas les choses. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a toujours derrière ce côté de, si je fais pas ça, un tel, va me considérer, comme, étant une Totalement, mauvaise personne, en fait. totalement. Toujours ce côté de ouais, cette peur du regard des Oui, autres. oui. Oui, oui, Mmh. oui. J'ai été je pense que j'ai été une enfant qui était très sensible aux normes de manière générale. Mmh. Et D'accord. j'ai perdu énormément de temps à me détester en fait à cause de ça. Là, on parle des relations interpersonnelles, de la relation au sport et de la relation à la nourriture, mais j'ai perdu 23 années de ma vie à pas, euh, ne pas vouloir accepter que j'étais aussi attirée par les filles, par exemple, parce que c'était pas dans la norme. Et je me suis détestée pour ça.
Et Mm. j'ai mis un temps fou avant d'en parler autour de moi parce que, en fait, il y avait un risque que je perde de ma valeur et que je sois moins appréciée à cause de ça. Selon Donc toi. c'est très long aussi comme Mm. comme processus d'identifier ce dont tu as besoin, ce que tu aimes, ce qui est bon pour toi, et d'accepter de le mettre en place et d'accepter du coup de dire non quand ça ne te va pas. Mais tout ça je fais le lien depuis tout à l'heure, mais tout ça est lié en fait. C'est vraiment un processus global que j'aime aujourd'hui appliquer pour tout dans ma vie. Mm. C'est pas que l'alimentation et que ma relation au corps ou au sport ou à ma copine, c'est vraiment tout. Mm. Et juste, je reviens sur le commentaire de Only Cartoon que j'ai pas lu depuis tout à l'heure. Je trouve intéressant. Il dit: j'aime bien ta vision de voir ton corps comme un partenaire. Tu le dissocies de toi et en même temps, c'est toi. Je sais pas ce que Oui. tu penses de ce commentaire. Oui, j'ai une manière, ça m'a énormément fait de bien de penser comme ça, mais j'ai une manière où je me pense comme employée. Je travaille pour mon corps et pour la Léonie dans ma tête. Donc mon D'accord. but, c'est de faire en sorte que tout le monde se soit bien. On est 3 entités en fait. C'est un peu bizarre quand même, mais du coup, Je il y a un comprends peu de ça complètement. quand même. Et donc ça m'évite aussi, enfin à chaque fois, quand je me pose la question de est-ce que je devrais me forcer à faire ça ou pas, est-ce que je devrais me forcer à voir telle personne, à chaque fois je me dis mais en fait non, parce que tu ne te rends pas service là. Ton travail à toi, c'est de faire en sorte que tout le monde se sente bien à l'intérieur de toi, ton corps, ton esprit. Et donc si tu te forces à faire ça, tu vas échouer à ton travail quoi. Tu ne D'accord. réponds pas à ta mission. C'est marrant, Et c'est donc moi, ce côté un peu, comment on peut dire, c'est euh, capitaliste. oui, très capitaliste et un peu en lien aussi avec ton travail, le côté entreprise un peu. Complètement. Il y a deux entités et il faut Totalement. essayer comment ça s'appelle le terme? Tu sais, quand il y a un conflit, il y a une personne qui va, Médiation. voilà, une médiation, voilà, Ouais. médiatrice, en fait, médiatrice dans le, alors que finalement, toi, c'est les deux complets, en fait, les deux ensemble. Oui, Mais totalement. c'est marrant ce côté de, il y a deux entités, il faut essayer de faire en sorte que ça marche. Et donc, c'est un peu ce que tu fais aussi dans ton travail. D'ailleurs, j'avais une petite Totalement. question par rapport à ça. Comment ça t'est venu le fait de vouloir intervenir dans les entreprises du coup? Je voulais absolument donner du sens à ce que je faisais au quotidien dans mon professionnel. Ok, Et j'ai cherché à ce que ça touche les sujets qui m'intéressent le plus aujourd'hui et qui me passionnent. Euh, Globalement, faire en sorte que les gens se sentent bien. C'est vraiment ça. d'accord. Ça touche aux questions de sexisme, de racisme, de validisme, de LGBT-phobie, etc., etc. Et cetera. Et donc, je me suis dit, mais comment je peux faire en sorte de transmettre des trucs hyper positifs et des tips très concrets aux gens pour qu'ils se sentent bien dans leur environnement de travail. Et un jour, je suis tombée sur un article dans Biba, peut-être, je sais pas, qui citait un cabinet de conseil qui était spécialisé là-dedans. Et je me suis dit, bah voilà, c'est ça, je vais faire du conseil et de la formation dans ces thématiques-là. D'accord. Et voilà, j'ai fait en sorte d'orienter toutes mes études et tout mon parcours professionnel pour rentrer dans ce cabinet-là. Et ensuite d'en sortir parce que c'était l'enfer et de me lancer du coup à mon compte aujourd'hui en tant que freelance. D'accord. Mais oui, du coup, ça fait écho un peu à cette idée très. Alors, c'est une vision un peu entrepreneuriale et capitaliste que je trouve un peu bancale. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai Non, qu'aujourd'hui, c'est moi, ça marrant. m'a aidé à répondre à. Oui. Attention, en fait, ta mission principale, c'est de faire en sorte que tu te sentes bien. C'est de faire en sorte que la Léonie dans ton corps et dans ton cerveau, elle se sente bien. Donc, En fait, si go. on peut traduire ça autrement que par une vision capitaliste, par la santé au global, c'est la santé physique et mentale, tout simplement. Totalement. C'est ça, totalement. C'est exactement ça en fait. Mais j'avais besoin du. D'un terme J'avais plus, besoin ouais, qui te parle plus, quoi. en fait, j'avais besoin de la notion de, c'est ta mission, c'est ton travail, Ouais, c'est ton objectif de ça, vie, ça c'est donne plus de ton sens pour toi. Ça avait plus de sens pour toi. exactement. À ce moment-là, en tout cas. Mais tu vois, je sais que dans le milieu du développement, personnel, il y a cette notion de mission de vie qui est un Mhm. peu, récurrente, qui revient. D'un point de enfin, c'est un petit peu moins capitaliste de dire: «Ma mission de vie, c'est de faire en sorte que je me sente bien». Bon, ben voilà, on pourrait, résumer comme ça. D'accord, je comprends mieux. Et du coup, de faire en sorte que tous les gens que j'accompagne, que ce soit en tant que psychothérapeute ou en tant que formatrice, se sentent bien aussi, dans leur vie respective, professionnelle ou personnelle. J'avais posé une question par rapport à ton au côté militant. Du coup, je me pose la question, comment et quand tu t'es investi dans le militantisme? Alors ça va dépendre de ce que tu définis, comme, militantisme parce que, aujourd'hui, moi, je fais partie d'aucune association, D'accord. je suis très peu sur le terrain, sur le terrain, en tout cas au niveau des assos, je suis pas encore hyper à l'aise, avec les manifs, par exemple, D'accord. parce que j'ai très peur, j'ai peur, des flics.
D'accord. Là, tu vois, j'en rigole à moitié, mais en fait, c'est censé aussi quand même peur. Mais Mhm. j'ai peur de ce contact-là avec les forces de l'ordre. Et pourtant, je suis quand même une meuf blanche cis. Donc, en théorie, bon, ma peur, elle est moins légitime que beaucoup d'autres personnes, mais Est-ce que elle est tu là. sais d'où elle vient Donc, cette peur exactement? je sais pas, je saurais pas trop dire. Est-ce que tu as vu des violences ou est-ce que tu as vécu Ouais, d'autres violences? bah, en fait, enfin, j'en ai pas vu dans la rue du coup parce que j'ai jamais été confrontée à ça. À la télé, quoi. J'ai entendu des témoignages de Des personnes victimes qui de violences militantent? Oui. policières. Ouais, ouais, totalement. Mhm. Du coup, ça te fait peur, Et t'as donc pas ça, envie que ça t'arrive, forcément. tout à fait, tout à fait. D'accord. Et en plus, aujourd'hui, je t'avoue que je n'ai pas l'énergie de le faire. Je forme aussi au quotidien, en fait, des gens Oui, sur ces sujets-là. tout à Donc, fait. faire face à toutes les mêmes remarques identiques sur enfin, tous les débats un peu sur le genre, l'orientation sexuelle, le fait que les femmes, elles sont comme ça et que les hommes, ils sont comme ça. Ou je suis pas raciste, mais enfin, c'est des trucs que j'entends tous les jours en formation. Mhm. Et puis, je suis militante aussi. Alors, certes, enfin, c'est du militantisme en ligne, mais quand même sur les Sur réseaux Instagram? sociaux. Non, non, je considère que Exactement. c'est tout autant, c'est une plateforme et c'est justement, j'allais Voilà, t'en parler, que via Instagram, justement, par tes posts ou par tes stories, j'imagine. Tu me disais par contre à l'écrit que sur Instagram, tu vas faire des posts et des stories, mais tu vas pas forcément aller dans la pédagogie, donc à répondre à des commentaires, par exemple, si c'est trop problématique parce que t'as pas envie de donner ton énergie dedans, t'as ton énergie déjà dans exactement. ton travail, Voilà, sûrement dans ton entourage, parfois, ça peut arriver, je pense, de devoir exactement. être pédagogue. Du coup, tu te fatigues pas plus. C'est ça. Voilà, c'est ça ce que tu me disais. J'ai décidé, c'était dur hein, parce que il y a de la culpabilité hein, autour de ça, bah ouais, mais en fait, si tu mets quelque chose sur les réseaux, c'est aussi pour répondre aux gens. Mais en fait, quand il y a des commentaires ou des questions qui sont beaucoup trop violentes ou juste un ressenti mon ressenti qui me fait dire que la personne, elle a pas du tout envie de discuter, mais Mhm. juste d'aller cogner, bah en fait, je réponds pas. Je pars du principe que je mets de l'information sur les réseaux. Mhm. Tu as envie de l'apprendre, de te questionner dessus parce que tu es pas d'accord avec, vas-y. Et si tu le fais de manière respectueuse auprès de moi, pas de souci. Mais si le but c'est juste de me dire, je suis pas d'accord avec toi, tu dis de la merde, bah, en fait, j'ai pas du tout le temps. J'ai pas d'énergie. Et comme tu dis, j'en dépense déjà dans mon professionnel au niveau de la formation. J'en dépense aussi en tant que psy parce que bah, mon travail est principalement autour des normes aujourd'hui, de déconstruire les normes pour que les gens justement se sentent bien dans leur vie, en dehors de tout ce qui leur a été inculqué et qui pourrait les limiter. Donc c'est aussi d'une certaine manière une forme de militantisme. Comme tu dis, auprès de la famille, bah, Mhm. moi je suis issue d'une famille qui est principalement bourgeoise, avec une culture catholique, pas forcément beaucoup de traditions, mais une culture catholique. Il y a pas une seule personne queer, il y a pas une seule personne qui sort de la norme cis hétéro. Enfin, tout le monde est blanc. Mhm. Les blagues racistes, sexistes et homophobes, j'en ai entendu toute mon enfance. Donc, comme tu dis, c'est aussi quelque chose que je fais Au quotidien. au quotidien. Mhm. Et en fait, je considère aussi que mon militantisme à moi, déjà, c'est d'avoir le courage d'être qui je suis, de sortir avec une meuf, d'être grosse, Tout à fait. de parler de mon couple. C'est des choses assez basique, mais juste une question de représentation. Enfin, là, Mhm. tu vois, dans ma Complètement. famille, je suis, je, enfin, c'est tout nouveau, tu vois, pour mes Tu es l'alien, grands-parents, quoi, en gros. voilà, exactement, Mhm. c'est ça. Et c'est aussi une forme de militantisme que d'être, en fait, dans la réalité, dans le quotidien des gens et de dire, bah ouais, c'est ma meuf, on va faire des enfants parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on est un couple lesbien qu'on va pas en faire. Oui, on veut la PMA gratuite et légale en France. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça où c'est une forme de militantisme Tout à fait, et bien sûr. qu'aujourd'hui, bah, j'ai pas encore l'énergie, je sais pas si je l'aurai, c'est pas grave d'aller dans la rue et de faire des collages ou d'aller en manif, mais bon, je le fais à ma manière aussi et ça prend de Complètement. l'énergie, ça prend du temps. Et puis tu sais, je suis pas vraiment d'accord avec le constat que tu avais fait au début là, c'est pas parce que tu mets un post que forcément tu es obligé d'y répondre, pas du tout. Tu peux faire un post parce que tu as envie d'extérioriser quelque chose, ça peut être n'importe quoi, hein, n'importe quelle émotion ou pas hein, d'ailleurs, juste extérioriser une pensée Ouais, et te dire que tu as envie de la partager, que déjà il y a parfois des personnes qui vont faire des slides de 10, enfin des posts de 10 slides, pardon, c'est déjà énorme, ça demande beaucoup d'investissement derrière, beaucoup d'écriture, beaucoup énorme. ouais, de formulation, etc. Donc c'est déjà un énorme travail. Je pense notamment par exemple
à Océane, du compte Tell Me Oui, Océane, du coup, que j'ai interrogé, j'ai dit la semaine dernière, pas du tout, il y a plusieurs semaines, enfin, du coup, dans le dernier épisode, qui fait oui, des posts hyper qualitatifs et qui met énormément de temps et qui, des fois se prend je sais même pas comment appeler ça, exactement. des rafales de critiques et Ah tout. ouais, Tu te dis, mais excuse-moi, mais déjà, c'est hyper, enfin, on devrait être hyper reconnaissant et reconnaissante du contenu qu'elle nous offre. Et du coup, non, il n'y a pas, enfin, si elle a, elle, la patience pour une pédagogie, mais de manière, enfin, de répondre à des personnes qui ont une question constructive, qui ont un questionnement constructif, grand bien lui fasse, mais elle a le droit aussi de se dire, écoute, voilà, je vous donne ça, démerdez-vous, je vais me coucher. c'est ça, Enfin voilà, c'est ça exactement. c'est tout. Enfin, ça demande beaucoup de temps et ce côté de oui, c'est pas, mais c'est toujours ce truc de tu mets ça, donc attends-toi, tu dois t'attendre à des critiques, tu dois t'attendre à ça. Ben non, en fait, il y a un respect en fait à avoir envers les gens, un respect, une reconnaissance, de l'empathie aussi, de se dire que c'est une humaine, un humain, enfin derrière, et se dire que bah il y a des limites aussi dans les mots. C'est pas parce qu'on est en ligne que tu peux agresser ou insulter quelqu'un parce qu'elle a dit un mot de travers, et encore. Mot de travers, ça dépend aussi des perceptions. Mais ça me rend ouf ce truc de elle a mis ce truc ou il a mis ce truc, donc il ou elle doit assumer derrière. Enfin, après, évidemment, si quelqu'un met un post hyper insultant et respectueux, là, c'est sûr que c'est autre chose. Mais quand c'est de l'ordre de l'éducation, de l'éducation de la pédagogie, c'est déjà, comme tu dis, une forme de militantisme et une forme Oui, d'engagement, d'investissement. Donc, il n'y a rien à demander derrière, c'est juste être reconnaissante, de lire, de partager. Voilà, je pense que ça aide énormément de lire, d'aimer, de partager. Donc, n'hésitez pas oui, d'ailleurs à aller sur le compte de exactement. Léonie. De toute façon, je mettrai les liens encore Merci. une fois en description. Est-ce que tu es thérapeute justement, tu interviens que en entreprise du coup, ou est-ce que tu interviens aussi au niveau Non, non, là, individuel? c'est vraiment auprès de particuliers, de particulières. C'est vraiment de la psychothérapie classique, et de l'autre côté, formatrice et consultante, là, en entreprise, et c'est uniquement dans le cadre pro, D'accord, et ok. je suis payée par les entreprises ou par les organisations pour faire ça. D'accord. Alors effectivement, en soi, je peux faire des ponts entre les 2 parce que, mon activité, enfin mon métier, en fait, de psy m'aide à être plus à l'écoute, par exemple, des victimes qui auraient besoin de parler, lors, d'un atelier sur le sexisme, par exemple. Mhm. Et inversement, en fait, apporter aussi des exemples du professionnel, lors de mes séances peut être utile, quand j'ai ma casquette de psy, mais vraiment les 2 sont complètement distincts D'accord. et voilà. Et du coup, toi, tu interviens, tu fais à la fois en présentiel et à distance, du coup? Pour la partie, psy, aujourd'hui, c'est uniquement à distance parce que, bah, D'accord. j'ai pas encore, de cabinet. D'accord. Mon objectif, c'est d'en avoir un, le plus vite possible, mais pour l'instant, malheureusement, je peux pas accompagner, en D'accord. présentiel. Heu et pour, la partie, formation, bah, ça dépend. Il y a des entreprises qui, malgré le Covid, veulent reprendre en présentiel, donc là, pour le coup, je me rends en entreprise. Mais D'accord. sinon, globalement, depuis les 2 dernières années, c'est à distance. Et du coup, t'es considéré comme psychologue ou comme psychothérapeute, Ouais, donc c'est pas non plus j'ai remboursé. passé C'est remboursé, je exactement, crois, à c'est pas hauteur non de. plus remboursé. Je crois que c'est remboursé quand même à hauteur, selon certaines mutuelles, à une certaine hauteur. Des fois, ça peut être à hauteur de 50 € ou à hauteur de 25 €, sauf si t'es pas Ouais. considéré comme psychologue, du coup. Alors c'est très rare, mais effectivement ça peut, Mhm. et effectivement je suis pas, psychologue parce que j'ai pas fait 5 années de psychologie. Mhm. Je ne veux surtout pas rentrer dans ce cursus, qui est beaucoup trop influencé par, la pensée freudienne, et Tout à fait. enfin c'est pas du tout, la manière dont j'ai envie d'accompagner les gens. Donc j'ai décidé, volontairement de tirer un trait sur l'appellation de psychologue, et donc je garde seulement psychothérapeute, en ayant suivi une formation, de psychothérapie pour le couple et la famille, qui me sert de base, mais en fait, D'accord. bah, mon expertise et mes expériences, et mes spécialités sur plein d'autres sujets me permettent aussi d'alimenter, tout mon accompagnement qui se concentre pas uniquement sur le couple et la famille au final. D'accord. Bah, merci beaucoup pour ces informations. Donc, n'hésitez pas à aller Merci. sur. Est-ce que tu as un site internet? Pas encore, il est en D'accord. construction, je l'attends là, j'attends la livraison. D'accord. Mais, Ok. j'en parlerai sur les réseaux quand il sera Ok, pas de sorti, souci. mais du coup on pourra pas le mettre, dans la description, je pense. D'accord. Il sera pas sorti. C'est quand normalement la livraison? Bah, normalement c'est mi-février, mais, Ah oui, je sais pas d'accord. quand est-ce que Ok. tu vas sortir, cet épisode. Bah, du coup, là, on est fin janvier. Je pense qu'il sortira plutôt justement début février, peut-être. Ça va dépendre de la vitesse à laquelle Queen, je mets pas du tout de pression, va monter l'épisode. Plus c'est long, plus notre échange est long, plus ce sera long pour elle. Ouais, Mais ça va être fou pour elle, ouais. non, mais voilà, non, mais du coup, généralement, on se donne 2-3 semaines, mais je suis, je suis la monteuse, oui. La monteuse, et encore, c'est faible comme terme par rapport à tout ce qu'elle fait. Mais je pense que je dirais plutôt
j'allais dire co-créatrice, non, je sais pas, collaboratrice, en fait, tout simplement, collaboratrice. Voilà, Trop bien. mais cette phrase était tendancieuse. Ah oui, oui. C'est vrai. Ouais. Il y a que toi qui le souligne, Queen, donc... Moi, je l'avais pas du tout vu. Non, moi non plus, pour une fois. Enfin, bref. Du coup, je pense qu'on peut terminer sur ça, justement. Enfin, sauf si tu as d'autres choses à ajouter, si tu as d'autres questions. Enfin, si toi, tu as des questions, ou en tout cas, c'était un plaisir, vraiment, d'échanger avec toi. Ouais, merci beaucoup, c'était top. Non, j'ai pas de questions, pas d'autres trucs à rajouter. Je pense j'avais essayé de réfléchir un peu en amont à ce que je voulais évoquer ici, et au final, je pense que ça a été plutôt fait. D'accord. Ça a été très chouette comme échange, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. J'ai vachement aimé. Et en plus, j'ai fait quelque chose que j'ai pas fait sur les autres épisodes, c'est que j'ai quasiment pas pris de notes, pas regardé mes notes. Enfin, si, j'ai regardé quand même mes notes pour les questions que je voulais te poser, mais normalement, je note tout. Je suis un peu, des fois, d'ailleurs, je me décentre un peu de ce que la personne me dit tellement je me concentre sur ce que je vais dire après. Et du coup, là, j'ai fait le travail de vraiment répondre spontanément. Enfin, c'était très cool. En tout cas, ça m'a permis d'être un peu plus. Je suis de plus en plus à l'aise avec l'exercice, et c'était vraiment, vraiment très agréable parce que normalement, tu vois, j'ai un petit peu un cadre, tu vois, un cadre où je suis les thèmes, etc. Oui, voilà, c'est surtout, enfin, je panique moins s'il y a un gros blanc, tu vois. Mais là, du coup, non, je me suis dit, voilà, les thèmes sont abordés de manière très spontanée, et je vise vraiment un échange très, tu vois, très spontané, même si en amont, quand même, je t'ai demandé de me répondre à des questions, mais c'est plus pour vraiment orienter aussi les relances, tu vois. Et je trouve que ça s'est fait vraiment naturellement, donc j'ai trouvé vraiment ça très, très cool. Ça a bien fonctionné, je trouve. C'était une vraie conversation, et c'était hyper agréable. Ouais, c'était super cool. Merci beaucoup, en tout cas. Tiens, elle a dit typiquement, ça se sera coupé. Non, vous n'êtes pas obligé de couper, que je dis que j'évolue sur ma façon de procéder. Ouais, c'est super chouette. Non, t'es pas obligé de couper. Non, ça montre que justement j'essaie d'être plus. On verra. On en discutera. Je me fais engueuler là. Je vais taper sur les doigts. En tout cas, ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. Okay. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous deux. Et merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer, à partager la vidéo à tes proches si tu l'as appréciée. Tu peux également, si tu le souhaites, partager ton point de vue ou ton expérience en commentaire. Également, si tu es une personne grosse, subissant le sexisme et la grossophobie systémique avec un passif de TCA, n'hésite pas à me contacter pour que tu puisses à ton tour partager ton expérience au sein de mon podcast. Et un petit entretien au préalable sera programmé. Voilà, muito obrigada e até já!